C'est une chose de gagner la guerre, mais c'en est une autre de gagner la paix. Parce que pour se mettre autour de la table, la France n'a pas gagné la guerre toute seule. Il faudra donc débattre avec les alliés. Et les États-Unis et la Grande-Bretagne en priorité, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs que la France. En acceptant la signature de l'armistice le 11 novembre 1918, l'Allemagne reconnaît sa défaite et consacre la victoire des Alliés. Cependant, une armistice n'implique que la suspension temporaire des combats. En effet, la fin définitive du conflit ne pourra être actée que par la signature d'un traité de paix, conclu entre les belligérants. C'est ainsi que les vainqueurs décident de se réunir à Paris dès janvier 1919 afin de négocier les conditions de cette paix. Les discussions dureront près de 6 mois pour aboutir en juin à la signature du traité de Versailles, mettant un terme à la Première Guerre mondiale. Bien que la conférence réunisse en assemblée plénière une trentaine de pays au total, le Conseil supérieur des Alliés, qui ne se réunit qu'en huis clos, est pour sa part composé de 4 nations seulement. Et à vrai dire même 3 si on met de côté le rôle mineur joué par l'Italie. Ces 3 États sont donc les États-Unis, l'Angleterre et la France, représentés respectivement par le président Wilson, le Premier ministre Lloyd George et le président du Conseil Clemenceau. Même si, sur le papier, ces pays sont tous 3 également vainqueurs, dans les faits, ils se retrouvent dans des situations bien différentes les uns des autres au lendemain de la guerre. Concrètement, l'Amérique s'est considérablement enrichie en finançant les dépenses de guerre de ses alliés européens, à tel point qu'elle put ainsi devenir la première puissance économique mondiale, position qu'elle occupera tout au long du XXe siècle. De son côté, bien que l'Angleterre se retrouve endettée et voit sa flotte amputée de centaines de navires coulés pendant les combats, elle est désormais débarrassée de cette Allemagne qui devenait un concurrent gênant, à la fois sur les plans industriels et colonial. Enfin, la France, qui, ayant subi les combats sur son territoire, déplore les plus lourdes pertes humaines. Ainsi, le pays sort du conflit véritablement ruiné, tant humainement qu'économiquement et industriellement. Face à un tel bilan, les revendications françaises se sont naturellement cristallisées autour du triptyque suivant: restitution, réparation, garantie. Restitution de l'Alsace-Lorraine, que l'Allemagne avait enlevée à la France au cours d'un conflit passé. Réparation pour les dommages et destructions causés à l'occasion du conflit présent. Enfin, garantie de sécurité pour que la France puisse se protéger en cas de conflit à venir avec son turbulent voisin germanique. Si la France envisage bien évidemment des réparations financières, elle compte également obtenir des réparations matérielles. En effet, les Allemands ayant savamment inondé les mines de charbon françaises, le pays se retrouve obligé d'importer le précieux minerai depuis l'Angleterre. Ainsi, l'annexion de la Sarre, une importante région charbonnière allemande, permettrait de compenser ces pertes. De même, pour se prémunir d'une nouvelle invasion de son territoire et sécuriser sa frontière, la France table sur une occupation militaire permanente de la rive gauche du Rhin. Néanmoins, la France n'est pas seule à décider. Et si le retour de l'Alsace-Lorraine et l'exigence de réparation financière sont communément acceptés par les Alliés, il en va tout autrement pour la question de la Sarre et de la Rhénanie. Ces sujets sensibles donneront lieu à de vifs débats, frôlant même à plusieurs reprises l'incident diplomatique.